Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel événement Blab qui se déroule donc en direct et que vous pouvez revoir évidemment en différé grâce aux liens qui vous seront remis. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Christine Argence. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Olivier Rebière et je voudrais simplement vous dire que cette conversation est organisée dans le cadre du groupe ou de la communauté FANEL. C'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. Voilà, alors c'est une petite communauté dont le but, en fait, est de favoriser l'entraide entre les auteurs et les formateurs et de les aider à se promouvoir et aussi, comment dire, à comprendre toutes les problématiques qui sont liées maintenant à cette nouvelle technologie qu'on a en ce qui concerne, que ce soit les livres numériques ou les livres papier, évidemment, on en parlera, et aussi les formations vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, nous recevons Christine Argence qui a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on va s'intéresser, disons, à deux d'entre elles. Alors, elle est à la fois, disons, enseignante à l'université, mais aussi, c'est une web entrepreneur, hein, comme on dit maintenant, c'est le nouveau mot à la mode, mais c'est aussi une réalité, en fait, qui consiste à, elle est en train de créer petit à petit un business sur Internet. Alors, elle va nous en parler. Alors, bonjour Christine, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir demandé de parler avec vous. Oh ben, tout le plaisir est pour nous. Donc effectivement, alors on va s'intéresser petit à petit. Alors si tu le veux bien, peut-être au départ, on va s'intéresser à ton site. Voilà, donc j'ai mis ici l'adresse URL. Ça s'appelle 1000 mots. Voilà. Alors Oui. l'idée en fait, c'est tu as présenté donc récemment, tu as créé aussi toute une méthode qui consiste en fait à aider les jeunes enfants à apprendre la langue française. Parce que, bon, vous le savez tous qui nous écoutez, que la langue française est une langue particulièrement exigeante, voire même peut-être élitiste, mais il faut quand même, comment dire, il y a un certain nombre de règles et de choses qu'on peut apprendre facilement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthode 1000 mots que tu as mis au point ? En fait, la méthode 1000 mots, c'est la méthode que j'utilise depuis des années avec mes élèves. Oui. Et en fait, moi, dans un premier temps, j'ai une formation en linguistique et en pathologie du langage et en psychologie. Oui. Et au départ, j'avais que des enfants qui avaient des problèmes type dysphasie, dyslexie, etc. Et des puis enfants peu à peu, j'ai eu des… de quel âge, pardon, de quel âge à peu près ? J'ai suivi des adolescents qui avaient 17 ans. Ah oui. Et puis, à partir de mon plus jeune élève avait 7 ans. Ah oui, donc en fait, un éventail assez large. Voilà, très large. Oui, oui. Et en fait, peu à peu, au fil des années, moi je faisais ça dans mon secteur, Oui. sur Tours, et au fil des années, j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont appelé, qui avaient des enfants qui n'avaient aucune pathologie, mais qui étaient incapables d'écrire une phrase sans faire une faute par mot. Ah oui. Et un jour, en discutant avec une maman, elle me dit, parce que j'ai une façon de travailler qui fait que les parents participent aussi, c'est pas avec 1 heure de cours par semaine qu'on règle ce genre de problème. Oui. Et évidemment, les parents ne peuvent pas payer 1 heure de cours tous les jours. Donc, il faut que les parents s'investissent également si on veut que ça soit efficace. Ah oui. Et j'expliquais à une maman ce qu'elle devait faire. Et elle me dit, mais si j'avais su ça plus tôt. Et puis là, je me suis dit, c'est quand même bête, parce que ça, si je l'avais croisé sur un marché, dans la rue ou n'importe où, je lui aurais expliqué en quelques mots comment il fallait qu'elle fasse. Oui. Et elle aurait évité le soutien scolaire à l'école pour sa fille, la petite fille traumatisée parce qu'elle se sent moins intelligente que les autres parce qu'elle n'y arrive pas, etc. Oui, oui. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de mettre ça sur papier pour que ce soit accessible à tout le monde et que les gens puissent intervenir avant que ça soit trop compliqué et qu'il faille faire intervenir un spécialiste pour résoudre le problème. Et la méthode 1000 mots est née comme ça. Alors, je comprends. À peu près, à quelle période ça s'est passé ça, il y a 2, 3 ans Tu peux nous situer ça dans le temps ? Oui, un peu dans le temps. J'ai commencé à faire une rédaction papier cohérente en juin 2014. Juin 2014.
Ah, donc c'est quand même relativement récent, on pourrait dire. Donc en fait, Le passage à l'écrit, oui, j'ai débuté ça il y a pas tout à fait 2 ans. alors tu dis passage à l'écrit. Est-ce que ça veut dire en fait que tu privilégiais, disons, l'oral avec tes élèves et les parents de ces élèves? C'est-à-dire que moi, je préparais, je continue à préparer mes cours sur mesure Ah, sur pour mesure. chaque enfant, Oui, dans mes cours particuliers. oui, Mais là, le défi, c'était de faire la même chose, mais qui puisse s'adresser à tout un panel d'enfants extrêmement différents. oui, Donc, en fait, il a fallu à la fois que je théorise ce que je faisais d'une façon automatique, parce que c'est mon métier et que je sais oui. le faire et que je le pratique depuis très longtemps, que je le mette par écrit d'une façon suffisamment claire pour que des non-spécialistes du Aussi accéder. langage soient capables de l'utiliser, Oui, et d'une façon assez attractive, parce que moi, je suis enseignante. Quand j'arrive chez mon élève, l'élève va s'asseoir gentiment à son bureau et sait qu'elle a cours pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et puis ouais. personne ne me ronge. Ah, Avec les parents, c'est plus compliqué. Il faut donner envie à l'enfant de faire un travail oui, qu'on ne lui demande pas à l'école, qui n'est pas une obligation, qui est nécessaire, mais oui. pas Une obligation décidée scolaire. par la maîtresse. Donc, il fallait que je trouve le moyen de présenter les choses de façon assez attractive pour que les enfants aient envie de travailler, en fait. Ah ben ça Et c'est ça a été très compliqué. oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est tout un travail, disons, de conception et de standardisation, puisqu'effectivement, Ouais. toute la connaissance que tu as bon, si je résume un petit peu, toute la connaissance que tu as, l'expérience que tu as pu accumuler avec les différents élèves, en fait, il a fallu presque la théoriser, mais aussi la rendre la rendre, disons, vendable, comme un produit, disons, numérique et aussi papier que ça a Oui, pu devenir. vendable. Du moins, moi, mon objectif, c'était pas de faire, pas d'écrire une thèse, Oui, c'était vraiment de créer un outil je comprends. que les gens puissent utiliser sans que je sois près d'eux pour leur Ah expliquer. oui, là. Il fallait que ça soit euh, utilisable par monsieur tout le monde. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu, parce que je pense que ça peut intéresser nos spectateurs, en fait, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la, l'interaction qui existe entre les parents et les enfants? Parce que tu dis que tu fais participer les parents à l'enseignement, donc il faut qu'ils valident en fait et qu'ils soient d'accord avec ce qui va se passer et puis qu'ils puissent aider leur enfant lorsque tu n'es pas présente. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement qu'est-ce qui se passe, quelle est ton interaction avec les parents et comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans l'enseignement de la langue française, que peut-être ils ont eux aussi du mal à maîtriser, à en maîtriser tous les aspects, pardon. Alors, en fait, c'est assez simple. Ouais, Moi, en tant que psycholinguiste, j'ai une connaissance précise de la façon dont les enfants apprennent à lire et à écrire. d'accord. L'idée, c'est qu'il faut bétonner chaque étape. Souvent, on a des enfants qui sont en difficulté, non pas parce que 6 mois plus tôt, ils n'ont pas compris quelque chose, Oui. mais parce que 3 ou 4 ans plus tôt, il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. Ah, d'accord. Puis au début, ça se voyait pas trop, et puis au bout de 3 ans, Ça, eh bien, ce ça s'accumule manque, en fait, hein. ça donne en fait des problèmes terribles au niveau de l'orthographe. Mhm. Et même si la langue française peut paraître compliquée, élitiste, etc., elle est extrêmement cohérente, D'accord. contrairement à ce que croient les gens. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais alors moi, je suis absolument pas contre les correcteurs orthographiques. Je trouve ça extrêmement pratique. Ah, sur les Ça ordinateurs. sert très bien pour les ordinateurs. Ça sert très très bien pour, par exemple, ce qu'on appelle l'orthographe d'usage. Oui. Mais le problème, c'est que si on fait une faute à tous les mots, ou si on ne comprend pas comment fonctionne une phrase, le correcteur orthographique, il ne sert à rien.
Oui, Parce que le correcteur orthographique, il évalue statistiquement quel est le mot qui devrait se trouver là. exact. Il n'est pas du tout en train de comprendre ce qu'on est en train d'écrire et de le corriger comme pourrait le faire un être humain. Ah Donc, oui. s'il y a trop de fautes, le correcteur, il propose quelque chose qui lui semble pas mal. Et donc, Donc, on ne peut pas, et moi, c'est un discours que j'ai trop entendu, pas maintenant, parce que ça y est, les gens et même les enseignants se sont rendus compte qu'on allait dans le mur, mais il faut maintenir un niveau minimum d'orthographe qui soit valable. Et pour ça, il y a des jeux à faire avec les enfants quand ils sont petits, et c'est bien des jeux qui leur permettent de manipuler la langue d'accord. et en fait d'intérioriser notre système de langage. Quand ça, c'est complètement automatisé, quand le vocabulaire est suffisamment développé, le reste, ça roule tout seul. Peut-être que ce que je dis, ça vous paraît extraordinaire, Non. mais ça ne l'est pas. Non. En fait, si on n'y arrive pas en ce moment, c'est parce qu'on met la charrue avant les bœufs. Ah, alors ça, On c'est... veut que les enfants écrivent bien Ouais, avant de comprendre ce que c'est qu'écrire. compris. Et ça, malheureusement, eh ben, c'est pas à la mode, c'est pas dans l'air du temps. C'est pour ça, au début, que j'ai créé le site 1000 mots, Oui, simplement pour faire une petite fenêtre pour expliquer aux gens. Moi, ici, sur ma région, le site 1000 mots, au début, il n'y avait pas de méthode écrite. oui. Je voulais juste que les personnes qui s'intéressaient à ce problème comprennent qu'on pouvait faire des choses très simples, que l'orthographe, c'était pas n'importe quoi, l'orthographe des mots ne tombait pas au petit bonheur la chance, que c'était pas un jour de barbu au fond d'un bistrot au XVIIe siècle qui avait décrété que là on mettait un Y et que là on mettait telle ou telle lettre. Ah, ok. J'ai commencé comme ça. Alors, je comprends bien. Alors, est-ce à dire, effectivement, que on peut te considérer un petit peu comme une rebelle par rapport au courant pédagogique, disons, général, qui consiste à apprendre le B à bas de la langue française, et puis toi, tu prends un petit peu des chemins détournés, parce que si je résume bien un petit peu les mots forts que tu as employés, les concepts, c'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus structurées dans la langue française que ce qu'on pourrait bien y croire, et en mettant au point un certain nombre de concepts de ludification, c'est-à-dire en anglais on appelle ça la gamification, le fait éventuellement de jouer et de récompenser l'enfant ou l'apprenant avec complètement de briser le Avec concept. le fait de gagner. Voilà, parce qu'effectivement, si on y réfléchit de toute façon, si on y réfléchit, le jeu est le vecteur sans doute le plus puissant de l'apprentissage. Hein. On regarde les petits pour animaux, les enfants, sans le moindre doute. Les enfants, ils apprennent tous en jouant. Donc effectivement, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur un aspect sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on revienne? C'est un petit peu, c'est ce que j'ai compris en fait de ce que tu dis. Il est possible même qu'il y ait une vraie détresse psychologique chez certains enfants, c'est-à-dire que au bout d'un moment, lorsque une série d'échecs ou plutôt, comme tu le disais, un problème qui n'a pas été résolu, voire même qui n'a pas été compris, s'accumule et provoque une espèce comme un petit peu des dominos qui s'écroulent et provoque un vrai stress, quoi. Et on les place dans une situation d'échec. Est-ce qu'il y a cette détresse psychologique? C'est d'autant plus épouvantable que tout passe par l'écrit. Ah, donc un enfant qui n'y arrive pas quand il écrit, ouais, il échoue partout. Et au fur et à mesure où il monte dans les classes, il échoue dans de plus en plus de matières. Ah, oui, bien sûr, je comprends. Donc, l'écrit, c'est la base pour pouvoir entrer dans la connaissance. C'est même la base pour pouvoir apprendre tout seul. Je veux dire, même si on ne veut pas faire de longues études, même si on a un métier qu'on a envie de faire, le plaisir, mais le plaisir de communiquer avec d'autres, le plaisir de lire ce qu'ils ont écrit, d'échanger. Bon, là, il y a Blab, c'est formidable, mais il y a des questions écrites et il y a des gens qui tapent leurs questions et pour pouvoir avoir des réponses. Donc, l'écrit, c'est une base absolue. À mon sens, je ne suis pas une rebelle parce que, en fait, je dis rien d'extraordinaire. Simplement, je le dis autrement. Peut-être parce que je suis prof, je ne suis pas théoricienne.
Donc, j'essaie de dire les choses de façon à ce qu'on les comprenne. Je comprends, oui, bien sûr. On a pensé que parce que le français était compliqué, il fallait apprendre moins de choses. C'était pas la peine d'apprendre telle chose parce que ça encombrait, ça servait à rien, etc. À force d'enlever des petits bouts de ce qu'on apprenait à une époque en français, on s'est retrouvé avec une espèce de toile d'araignée extrêmement fragile où dès qu'un fil casse, il n'y a plus de toile et les enfants ne savent plus rien. Je comprends, oui. Alors qu'à mon sens, ce qui aurait été judicieux, et je suis certaine qu'à l'époque, il y a des gens qui ont dû le dire, ce qui aurait été judicieux, c'est d'apprendre les mêmes choses, mais autrement, d'une façon plus sympathique, plus agréable pour l'enfant. Je comprends. Alors, parlons un petit peu, si tu le veux bien, disons, des succès de ta méthode. Parce que effectivement, lorsque tu as franchi le cap, disons, de l'expérience individuelle, c'est-à-dire que tu vas vers les élèves, que tu commences à enseigner aux parents. D'ailleurs, il peut même y avoir un effet boule de neige bénéfique, on peut dire. Ça peut tout ce que là. Mais bien sûr, voilà. Tout le monde en profite. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des succès. Essaye de nous citer un ou deux enfants qui ont vraiment progressé grâce à la méthode 1000 mots et qui se trouvent de ce fait, donc, qui ont pu structurer leur écriture, qui ont pu gagner confiance dans la langue française, dans la manière de s'exprimer et aussi, de façon plus large, être motivés pour apprendre le reste des domaines de la connaissance. Alors, justement, je vais revenir à cette petite fille dont la maman, il y a 2 ans, m'a donné l'idée de mettre ça sur papier. Excellent, oui. Bien, cette petite fille, moi, quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait une grande sœur qui n'avait aucune difficulté à l'école, qui avait 7-8 ans de plus qu'elle, qui a 7-8 ans de plus qu'elle. Et cette petite fille, elle était en soutien scolaire. Tous les soirs, elle pleurait sur ses cahiers pour apprendre les mots d'usage. Moi, je l'ai rencontrée, elle commençait le CP, ou le CE1, le CP. Non, le CE1, pardon. Et il fallait qu'elle apprenne des mots d'usage. Elle n'arrivait pas à les mémoriser. Elle allait à l'école convacue que ça allait être une horreur. Oui, c'est dur. Parce que quelle souffrance, quelle souffrance ça devait être. Elle était, et c'était pourtant c'est pourtant une petite fille très intelligente, bien sûr, volontaire dans tous les autres domaines. Elle commençait à avoir des difficultés en calcul parce que à partir du CE1, on commence à lire, l'enfant doit lire lui-même l'énoncé pour répondre à la question. Et du fait de ses difficultés de lecture, parce qu'elle avait aussi des difficultés de lecture, elle comprenait pas ce qu'elle lisait, donc elle n'arrivait pas à faire le calcul et tout. Donc elle se renfermait sur elle-même et elle souffrait, quoi. Elle était en souffrance grave, quoi. Absolument. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui est très épanouie. Elle ne va plus au soutien scolaire. Elle remarque quand la maîtresse oublie de corriger une faute sur un de ses cahiers, ce qui est quand même une prouesse parce que à une époque, elle avait dire qu'elle avait un niveau d'orthographe approximatif, c'est rien. Donc elle a repris confiance en elle. Les devoirs, enfin les leçons à apprendre, puisque en primaire il n'y a pas vraiment de devoirs. Les leçons à apprendre, ça prenait au début 1 heure et 1 heure de larmes. 2 mois après, sa maman me dit, c'est merveilleux, les mots d'usage, le soir en 15 minutes, c'est bouclé. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et en fait, j'ai rien fait de spécial. J'ai repris les bases et je lui ai expliqué pourquoi. Est-ce que tu as vu, peut-être, ça doit arriver, ça arrive, parce que bon, moi, j'ai travaillé avec des enfants aussi. Il y a un moment où tu sens le déclic, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est très spectaculaire. Oui. Ça, c'est très spectaculaire. Ça, c'est mon plus beau souvenir. Oui. C'est un petit garçon qui s'appelait Maxime. Maxime, d'accord. Qui avait 11 ans et qui allait rentrer en 6e. 11 ans en 6e. Non, il allait rentrer, il était en CM2. D'accord. Et des parents
très investi dans son éducation, dans sa réussite, vraiment, qui voulait absolument qu'il progresse. Et un gamin ça faisait des années que ses parents lui faisaient la guerre, etc. C'était compliqué. Ouais. Et quand je suis arrivée, bon, j'avais un atout, c'est que moi, je ne lui criais pas dessus. Donc, il appréciait quand même assez. Et sortie de ça, j'étais quand même la dame qui, en plus du reste, allait lui donner 1h30 de cours de français toutes les semaines. Je comprends. Et on était en train, il ne faisait aucun accord, mais c'était à se demander s'il, et pourtant c'était un enfant qui allait en classe régulièrement, pas un rebelle, enfin un gentil gamin. Et un jour, j'étais en train de lui expliquer un truc, et tout à coup, il m'a dit, mais alors, c'est logique. Et là, je me suis dit, gagné, c'est logique. Voilà, il avait compris que ce qu'on lui disait, c'était pas arbitraire. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'en expliquant, non pas uniquement la surface, quand il y a A avec accent, on peut pas dire avec. Ça, c'est des recettes de cuisine. Je comprends, oui. C'est pas, l'enfant ne comprend rien. Oui. Il applique un moule à tarte qu'on lui a donné et il le plaque et il regarde si c'est le bon gâteau, mais pas plus. En fait, si tu me permets, ça renvoie beaucoup à la littérature de la psychologie de l'enfant, notamment Françoise Dolto, où effectivement, l'enfant pose une question lorsqu'il est prêt à entendre la réponse. Et donc, quand on lui impose, disons, un certain nombre de réponses, alors qu'il n'a pas formulé la question. Poser les questions, voilà, parce que ça ne l'intéresse pas. Parce que chaque enfant, évidemment, a une vitesse différente. Les domaines de la connaissance, ça varie. Et donc, absolument, la maturation du cerveau est… Alors, j'aimerais simplement dire, parce qu'on en parle beaucoup et c'est très intéressant, mais j'aimerais simplement dire que donc, pour les personnes qui assistent à ce blab ou qui le verront en différé, Christine Argence a préparé un petit cadeau. Si vous allez visiter donc son site, juste là, voilà, vous avez ici l'adresse. Vous pourrez télécharger, je crois, une image, un schéma. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, Christine ? Eh bien, justement, c'est un schéma pour que tout le monde comprenne comment on apprend à écrire. C'est-à-dire les 3 étapes. Oui. Les 3 étapes qui sont en fait les 3 principaux domaines de la linguistique. Je ne veux pas tout ramener à ma profession, mais en fait, en tant que spécialiste du langage, on étudie la langue comme ça. Oui. Une première étape, c'est faire le lien entre le son et la lettre. D'accord. La deuxième étape, c'est organiser les lettres en syllabes pour faire des mots et comprendre comment les mots sont fabriqués, parce qu'ils ne tombent pas du ciel au petit bonheur la chance. Bien sûr, oui. Et d'étendre le vocabulaire. Oui. Et la troisième étape, c'est mettre des mots ensemble pour faire des phrases. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de la syntaxe. Compris. Voilà. Compris. Et ça, j'ai fait… vous verrez, c'est une espèce d'organigramme. Très bien, oui. Et mon idée, c'était pour permettre aux parents de vérifier, et de vérifier dans l'ordre, même si l'enfant est supposé avoir 10 ans ou 11 ans. Oui. Et donc ça s'est fait il y a longtemps. C'est pas parce que normalement ça aurait dû se passer vers 6-7 ans que c'est forcément acquis. Donc c'est pour permettre aux parents de regarder ce qu'ils doivent vérifier dans l'ordre pour savoir si l'enfant a des difficultés en orthographe, où se situe le problème. D'accord. Parce que c'est déjà un point important de cibler qu'est-ce qui bloque avant de lever le blocage. C'est plus pratique. D'accord. Alors, si tu le veux bien, maintenant, on va passer à une autre étape de notre conversation qui est très intéressante. J'aimerais donc qu'on puisse retirer de cette première partie où on parle de 1000 mots et de la méthode que Christine a mis sur pied, qu'en fait, c'est un message particulièrement positif. Ce que je retire de cette conversation, c'est qu'en fait, effectivement, les enfants, quels qu'ils soient, adolescents ou enfants, ils peuvent récupérer, si vous voulez, ce pseudo-retard. Et donc, rien n'est perdu. Ce qu'il faut quand même dire, jamais, rien n'est même les exactement. adultes. Voilà. Alors, on va passer, si tu le veux bien, maintenant à la deuxième casquette que tu as. Alors, entre autres, très bien. On en avait discuté un petit peu lors de la préparation de cette émission, et j'avais été tout à fait étonné par ce que tu fais. C'est assez intéressant. Et donc, voilà, il faut savoir que Christine est aussi donc enseignante à l'université. Elle s'occupe d'étudiants en psychologie de première année.
et elle essaye de leur, là encore une fois, de leur débloquer le blocage psychologique qu'ils peuvent avoir sur les mathématiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors, Christine? En fait, ça c'est effectivement, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à l'université complètement par hasard. Au départ, c'était pour dépanner. Il manquait un enseignant. Il manquait un enseignant pour un cours de stats. Moi, à la base, j'ai une formation scientifique. Oui. Et les statistiques, c'est quelque chose qui me semble, à moi, évident. Oui. Et donc, il fallait remplacer quelqu'un au pied levé. Oui. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans. D'accord. Et j'ai découvert, alors que pour moi, les statistiques ne sont pas des mathématiques, c'est du calcul. C'est différent, oui. C'est très, très différent. Je me suis rendu compte que les élèves, les aspirants psychologues sont complètement paniqués par les statistiques. D'accord. Mais à un point terrible. Et donc, parce que j'ai ça dans le sang, parce que expliquer, pour moi, c'est une seconde nature. J'ai commencé, alors pareil, à élaborer des systèmes, des moyens, d'abord pour les rassurer. En fait, c'est exactement le processus pour enseigner est toujours le même. Oui. Il faut rassurer, rendre confiance, oui. Enseigner et permettre après d'enseigner de telle façon les outils pour après que l'élève apprenne tout seul. Ok. En fait, c'est ça. Il n'y a aucun enseignant au monde qui apprendra tout à quelqu'un. La seule chose que peut faire un bon enseignant, c'est donner tous les outils pour que ensuite l'élève puisse continuer à progresser tout seul. Apprendre à apprendre, en fait. Hein. Apprendre à apprendre. D'accord. Sauf que aujourd'hui, apprendre à apprendre, c'est un peu connoté. On donne les outils complètement vides et puis on remplit avec ce qu'on peut. Ouais. En fait, c'est pas vrai. C'est un petit peu comme si on construisait les 3 premiers étages, non pas en les construisant et en montrant juste le résultat fini, mais en montrant comment on a construit les 3 premiers étages. D'accord. Et si on fait ça en disant aux étudiants, vous êtes capable de le faire, très rapidement, ils se lancent, ils participent à la construction des étages et ils construisent les suivants tout seuls. D'accord. Alors, je précise qu'effectivement, tu m'avais dit à ce moment-là qu'ils sont confrontés à ce qui est toute la mesure, disons, sociologique des résultats qu'on peut faire en psychologie, c'est-à-dire interpréter des résultats pour pouvoir donc tirer des conclusions, etc. Disons que c'est plus un blocage psychologique. Moi, l'impression que j'ai de cette conversation… Ah, c'est tout à fait un blocage psychologique. C'est très clair, c'est que tu es surtout une urgentiste de la pédagogie, on va dire. Une urgentiste qui c'est un peu ça, oui. Qui arrive pour régler un problème complexe avec les enfants ou les adolescents pour ce qui est de leur affect vis-à-vis du langage et surtout de l'écrit. Et puis aussi, parce que c'est avant tout un blocage psychologique qu'ils ont ces étudiants en première année, parce qu'effectivement… absolument, parce qu'il n'y a aucune difficulté au programme de première année de stats en psycho. Voilà, je vois Philax37 qui réagit à ce sujet. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais ouvrir l'antenne et vous pourrez poser vos questions si vous le désirez à Christine Argence. Alors, on a beaucoup parlé un petit peu là de ce que fait de façon, disons, pédagogique Christine. Alors, rapidement, je voulais qu'on puisse aborder un petit peu, disons, le flux de travail et puis aussi le marketing un petit peu. Alors, je sais que ça, c'était un mot qui avait fait un petit peu peur à Christine parce qu'effectivement, la vie d'un web entrepreneur, que ce soit homme ou femme, effectivement, c'est que l'on crée un produit digital, que ce soit un écrit, que ce soit une formation vidéo ou que ce soit, comme on le voit ici, un webinaire en direct, eh bien, il faut apprendre seul un petit peu. Hein. C'est difficile de trouver des ressources. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, je suis désolé de te contraindre un petit peu, mais est-ce que tu peux nous expliquer donc la manière dont tu as pu commencer à créer ta présence sur Internet et puis petit à petit à faire tes débuts dans le marketing ou plutôt l'éducation, le marketing éducatif de tes activités? En fait, très simplement, j'ai commencé avec un site. En fait, le site ne m'intéressait pas trop, je voulais surtout faire un blog. Ouais. Mais comme j'étais complète néophyte, c'était un fournisseur qui proposait le site avec le blog inclus, etc. Ouais. Et puis, j'ai commencé donc à écrire des articles sur
comment on apprend à lire, comment fonctionne le cerveau, enfin ce genre de choses. Oui. Et puis, il est arrivé ce qui arrive souvent, c'est-à-dire que c'était très limité, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai cherché un autre fournisseur. Ouais. Et puis après, j'ai découvert que Facebook, ça pouvait servir à autre chose que de parler avec les copines. Et puis, mais oui, mais c'est vrai, quand on n'est pas du tout là-dedans, pour moi, Facebook, c'était pour souhaiter bon anniversaire à des cousins. Enfin, vous voyez, j'avais pas trop de compétences. Donc, c'est pour ça que marketing, je sais pas trop, en fait, si j'ai fait vraiment du marketing. Par contre, j'ai découvert, parce que je l'ai fait, que grâce à Internet, on peut apprendre des tas de choses. Ah, ça, c'est sûr. Il faut savoir où chercher. Oui. Faut pas avoir peur de bosser tout seul, parce que c'est vrai que c'est pas, on trouve souvent des gros pavés faits par des gens très très compétents et ben si on n'a pas la terminologie par exemple c'est compliqué. Mais voilà, j'ai construit peu à peu et puis après j'ai rencontré d'autres gens qui voulaient former sur le web et puis qui m'ont donné plein de conseils et je suis allée voir quand on parlait de nouvelles choses pour voir ce que c'était. Puis je crois que même en étant néophyte, ben, j'ai réussi quand même à avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Alors évidemment, le problème, c'est que ça évolue sans arrêt, que ça change tout le temps et que mais je veux dire... on ne fait pas ça à plein temps. Je veux dire, en tant que web entrepreneur, on a un peu de temps pour faire ça, mais pas tellement. Oui, mais c'est quand même relativement stimulant, on peut dire intellectuellement, puisqu'il y a beaucoup de choses. Oui, très. Et Internet rapproche les gens. Et à mon avis, d'un point de vue, disons, un peu philosophique, ça permet de faire reculer l'ignorance et ça favorise aussi une sorte de démocratie directe, on va dire. Mais bon, en fait, ce qu'on peut faire, on va encore un petit peu discuter, mais j'aimerais bien qu'on essaye d'ouvrir maintenant un fauteuil, comme ils disent les anglophones, donc de jump in. Je viens d'ouvrir un des fauteuils, une des cases. Alors, si vous souhaitez poser des questions directement à Christine Argence, n'hésitez pas. Nous ne mordons pas. Nous sommes pour l'instant sympas et bien élevés. Alors, vous devez avoir en principe sur votre écran un petit cercle qui vient et qui pulse comme ça, qui vient de se manifester. Alors, si vous voulez. Si on n'a pas de webcam, demande Fausse Piste. Je ne sais pas, il faudrait essayer tout simplement. Essayer et à ce moment-là, on fera que vous entendre, Fausse Piste. Alors donc, cliquez sur le petit cercle et puis à ce moment-là, on va vous accepter pour rentrer dans la conversation. Sinon, j'ai quelques petites questions encore à poser à Christine. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Ah, voilà, je vois que Nathalie veut rentrer. Alors, on va pouvoir, je l'accepte, et on va voir si Nathalie a une bonne connexion. Voilà, Nathalie, elle vient, je crois, elle est en Floride, et c'est une Québécoise d'origine. Voilà, ça va venir. Ça va venir, la connexion est en train de se faire. Alors. Ah, je crois qu'on entend du son. Allô, Nathalie ? Nathalie, vous nous entendez ? Alors, Nathalie, je vais refermer votre... Attendez, voilà, ça devrait se faire. Je vais refermer votre case, Nathalie, et vous allez réessayer de rentrer, d'accord ? Enfin, tu vas réessayer, parce que je crois qu'on se tutoie. Alors. OK, donc, essaie de rentrer, Nathalie. Peut-être que tu as un petit problème avec ta webcam ou ton micro. Voilà, sinon, on va réessayer avec Nathalie, sinon on va poser d'autres petites questions. OK, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la... Ah, voilà, elle est revenue Nathalie, on va réessayer. Voilà, on va attendre que la connexion se fasse avec Nathalie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aide que tu as rencontrée sur Internet, justement, et des ressources? Alors, j'ai découvert plein de choses extraordinaires sur Internet. Oui. D'abord, j'ai découvert... Ah, je vois que... Alors, on entend... Vous m'entendez maintenant? Oui, bonjour Nathalie, on t'entend. Dans plein de domaines différents. Oui, bonjour Olivier. J'ai changé de mon microphone, alors je crois que j'ai fini par
trouver où il fallait appuyer pour permettre la communication. C'est pas grave. Sois la bienvenue, Nathalie. Alors, vas-y, pose tes questions ou réagis à ce qui vient d'être dit. D'abord, je te félicite pour être une pionnière dans ton domaine. Je crois que la plupart d'entre nous sommes des pionnières aussi. Alors, ma question, c'est qu'une fois que tu as installé ton site web et que tu t'es servi de l'Internet pour apprendre beaucoup, est-ce que tu te sers aussi de ton site ou de l'Internet pour enseigner? Est-ce que tu donnes toi-même des cours en ligne, soit en direct, soit des cours enregistrés? Alors, non, parce que je pense, en ce qui concerne les enfants, que l'interaction avec un être humain est très importante. Construire une capacité à raisonner, ça se fait par le dialogue. Donc, c'est pour ça que ma méthode s'adresse aux parents pour qu'ils l'utilisent avec les enfants. Par contre, c'est très valable, je crois, pour les adultes. Et c'est pourquoi, justement, je suis très intéressée par Blab. Je crois que, par contre, ce type d'outil Internet, je suis d'accord avec pour toi. aider Je les crois parents, que tu pourrais effectivement faire des groupes de parents ou des parents en individuel pour leur démontrer montrer la démarche, mais aussi leur démontrer l'importance de leur participation et comment ils peuvent participer. Oui. Et leur prouver qu'ils sont capables de le faire. Parce que j'ai beaucoup de parents dont la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'étais nul en orthographe. » Et en général, je leur réponds « Ben oui, mais maintenant que vous êtes grand, alors ça va s'arranger très vite, vous allez voir. » J'espère qu'on va garder contact. Au revoir. Mais de rien, merci à vous. Merci, au revoir. Ah ben, je t'en prie, Nathalie. Bonne journée. Avec plaisir. Ok, alors est-ce qu'il y a une autre personne? Vous avez vu, hein, Nathalie a pu poser sa question à Christine sans problème. Alors, si vous voulez, donc ça répond à la question de fausse piste. Donc, ça marche très bien si vous n'avez pas de webcam. Alors, n'hésitez pas, fausse piste, à réessayer de rentrer pour poser votre question à Christine. Et si vous ne le pouvez pas, posez-la tout simplement par écrit sur le chat de droite. On va le lire et puis on va y répondre sans problème. D'accord. Alors effectivement, Nathalie posait aussi la question des formations vidéo en ligne. Et effectivement, il faut se poser toujours la question du bon format. Ah voilà fausse piste. Donc je vais l'accepter et on va voir si la connexion se fait. Et il va pouvoir réagir à ce qui se passe. Voilà, l'accent québécois, oui, évidemment. L'accent québécois est toujours charmant. Alors voilà, la connexion se fait avec fausse piste. Allô. Allô. Bonjour ou bonsoir, fausse piste. Bonjour. Bonsoir. Oui, donc j'avais une question à poser. Alors, si j'ai bien compris, en fait, le français était basé sur des règles logiques qu'on apprenait aux enfants de façon logique. Puis on a fini par élaguer et à force d'élaguer, on a perdu la connexion entre les différentes règles. Et du coup, on a fait que ces règles découlaient plus naturellement les unes des autres. J'ai bien compris. En fait, à une époque, on apprenait beaucoup de choses, par exemple sur l'origine des mots, sur le fonctionnement des flexions de mots, etc. Ce qui fait que le français était le même que maintenant, mais quand quelque chose changeait, les enfants se disaient « Ah bah oui, c'est parce que pour fabriquer, je sais pas moi, un nom, eh bien à partir d'un adjectif, on rajoute tel morceau. » Et puis, aujourd'hui, en fait, les enfants mémorisent des mots. Et ils mémorisent des mots les uns après les autres. Il y a beaucoup d'écho, il me semble. Ils mémorisent les mots les uns après les autres. Et mémoriser des mots, c'est beaucoup plus compliqué que de comprendre comment ils fonctionnent. Avec des écouteurs, ce serait bien. Et non pas avec des haut-parleurs. Voilà. Non pas avec des haut-parleurs. Bon, si vous ne pouvez pas, la prochaine fois, ce sera bien. C'est pour ça qu'il y a des c'est bizarre parce que j'ai justement des écouteurs. Donc, d'accord. Bon, voilà, c'est pas grave, allez-y. Okay. Alors D'accord.
Bon, mais de toute façon, pour en finir, moi, dans les cours, alors que je m'adresse vraiment, les cours, ils sont utilisables par des enfants à partir de 8 ans, je leur parle d'étymologie, je leur parle de tas de termes qui peuvent paraître extrêmement compliqués, et les enfants, ils comprennent très bien. Ça dépend comment on leur présente les choses. Et non seulement ils comprennent très bien, mais pour une fois, ils trouvent intéressant qu'on leur parle de français. Il faut arrêter de penser que minimiser l'apprentissage, c'est un gage de ce que les enfants s'intéressent plus. C'est pas vrai. Si on parle, je sais pas moi, des oiseaux en disant, bah, vous voyez, ça vole, ça a un bec, des plumes et 2 ailes, les enfants, bah, ils ont vite fait le tour, vous pouvez pas aller bien loin avec ça. Si vous parlez aux enfants en leur expliquant qu'un oiseau, c'est plus lourd que l'air et pourtant ça vole, parce que quand ça étend les ailes, eh ben, il y a de l'air qui est en dessous, et que si vous leur expliquez tout ça, même un enfant très jeune, si vous savez trouver les mots, je vous assure que non seulement vous l'intéressez, mais quand il lève les yeux sur un avion, il dit « Regarde, il vole comme l'oiseau parce que c'est l'air qu'il y a sous les ailes qui le tient. » Et ça, je l'ai vu sur des enfants de 7-8 ans. Donc, on peut expliquer des choses soi-disant compliquées à des enfants. Il faut trouver les bons mots, la bonne façon. Moi, mes cours de grammaire, ils sont sous forme d'histoire. Eh ben, ça passe très bien. Les enfants sont contents de se promener au pays des mots, de voir que les habitants du village des adjectifs sont tellement copains avec ceux des noms que quand les noms se mettent au pluriel, eh ben, les adjectifs veulent faire pareil. Et je vous assure que on va presque en faire un dessin animé. Hein, ah bah oui, c'est un adjectif, il se met comme le nom. Fin de l'histoire. Mais alors ça, j'espère pouvoir en faire un dessin animé. J'avoue, des cours en ligne, non, mais un dessin animé, si un jour je peux le faire, je serai très heureuse de pouvoir le faire. Mais de rien, oui, fausse piste. De rien, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Alors, très bien, on a eu donc 2 interventions intéressantes de Nathalie et de fausse piste, pardon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Parce qu'il nous reste que quelques minutes. Hein. Initialement, on avait prévu, disons, 45 minutes, mais le temps passe vite avec Christine Argence. Oui, Nathalie nous dit que bon, c'est une très bonne idée les dessins animés, mais effectivement, oui, il faut que, à bon entendeur, salut, hein, pourquoi pas. De toute manière, cette idée sera reprise éventuellement. Hein. Je pense que c'est toujours très bien d'avoir un bon support pédagogique. Ben justement, voilà, tant qu'on y est, une petite réaction, s'il te plaît, Christine, de la part d'une spécialiste, puisque maintenant on vient d'apprendre, le français est en train de se réformer, on va passer à la trappe, l'accent circonflexe. Une petite réaction à chaud. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Alors, à chaud, d'abord, c'est pas vrai, on va pas passer à la trappe à l'accent circonflexe. On dit juste que sur le i, si il n'y a plus d'accent circonflexe sur, par exemple, maîtrise, paraître, etc., ça ne sera plus considéré comme une erreur. Mais on peut toujours l'écrire avec un accent circonflexe. Oui. Par ailleurs, il y a quelques traits d'union qui disparaissent, oui. Mais ça arrive régulièrement, ce n'est pas la première fois. Donc, et puis, pour le reste, à mon avis, sauf les botanistes qui écrit nénuphar sur plus de 3 ou 4 fois dans son existence, je pense pas que ça soit très répandu. Donc, bon, c'est des choses à la marge. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Honnêtement, on en parle beaucoup, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Tous les accents circonflexes qui servent à distinguer les mots entre eux restent. Tous les accents circonflexes qui sont dans les flexions de verbes conjugués restent. Donc, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Et il y a vraiment d'autres problèmes plus embêtants. C'est quand même une langue, disons, multipolaire. Il ne faut pas oublier que c'est une langue qui s'adapte quand même à l'endroit où elle se trouve. Hein. Bon, j'ai eu la chance de visiter, par exemple, le Canada et puis d'autres pays francophones. On a de belles inventions
et notamment au Québec, où à mon avis, quelquefois, j'ai l'impression qu'on est un peu plus royaliste que le roi. Moi, je me rappelle toujours, c'est quelque chose qui m'amuse, mais qui en même temps me ravit d'une certaine manière. Vous connaissez la chaîne de fast-food qui s'appelle KFC. Bon, je fais pas de pub. Eh ben là-bas, à Québec, ça s'appelle pas KFC, ça s'appelle PFK. Donc PFK. Pour poulet frit du Kentucky. Alors ça c'est tout à fait anecdotique, mais moi je trouve ça complètement génial. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi une autre problématique entre le Québec et le reste du Canada. On peut parler longtemps du fait que la langue peut être effectivement un vecteur de différences politiques, on va dire, et culturelles. Oui, on voit aussi une remarque là de fausse piste sur le fameux mot clé ou clé. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le français quand même, c'est une langue qui va évoluer dans les années qui viennent. Hein, on parle d'un boom, notamment en Afrique subsaharienne, avec peut-être plus de 800 millions de locuteurs dans les années qui viennent. Donc c'est quand même important que des web entrepreneurs comme Christine Argence mettent sur pied des méthodes simples et ludiques pour pouvoir apprendre le français. Ok, alors, pardon. Bien sûr. D'autant qu'il y a plein de façons différentes de parler le français, mais si on veut communiquer il faut par écrit, il faut qu'on ait un code. Alors effectivement, en commun. On s'approche un petit peu de la fin de cette émission qui était prévue. Alors, je vais donc, on va donc tirer quelques petites conclusions. Alors, on a pu voir rapidement un petit peu le parcours complexe et intéressant de Christine Argence. On a vu sa première casquette donc en tant que, disons, urgentiste de l'écriture du français auprès des jeunes enfants, mais aussi des adolescents, et par là même résoudre leur détresse psychologique et cet effet de domino dévastateur que ça peut avoir sur leur connaissance. Alors là, on peut tout à fait saluer son travail, qui peut être remarquable, disons discret, mais remarquable, et on peut lui souhaiter succès. Et aussi la partie, disons, de rien, je pense que c'est mérité, et aussi la partie, disons, qui se passe à l'université, c'est-à-dire là, une autre casquette où on s'adresse à des futurs adultes. Et alors là, c'est une autre problématique, mais c'est donc, voilà, une peur liée à l'affect qu'on peut avoir par rapport aux mathématiques et à la peur. Donc c'est un petit peu le même problème. Est-ce que tu peux nous donner donc un petit peu, alors je rappelle le cadeau qui existe, le petit bonus qui existe si vous accédez au site 1000mots.org avec le petit schéma pour les parents. Alors, bon, je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot, une petite conclusion que tu voudrais nous dire, Christine, à la fin de cette émission? Bien sûr. Alors, oui, je voudrais dire quelque chose. Parents qui avaient des enfants qui ont des petites difficultés en orthographe, plus vous intervenez tôt, et plus vous éliminez le risque que les petites difficultés se transforment en gros problèmes quand l'orthographe n'est plus ce qu'on apprend, mais l'outil pour l'apprendre. En d'autres termes, il vaut mieux bétonner avec des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, plutôt que de se dire « ça va s'arranger » et après, ça peut être très, très embêtant. Et en plus, plus l'enfant est jeune, et plus ça se règle vite. Ils sont très agiles à cet âge-là. Ça, je l'ai constaté maintes et maintes fois. L'enfant, quand il n'a pas pris de mauvaises habitudes, il prend des bonnes habitudes très, très rapidement. Donc, voilà, c'est donc un n'hésitez message pas à intervenir. Et plein d'espoir. Il n'y a pas de situation, disons. Oui. Voilà, exact. Il n'y a pas d'échec, disons, perpétuel. Il n'y a aucune fatalité. Ça peut se débloquer au bout d'un moment avec patience et professionnalisme. C'est quelque chose qui peut être fait de toute façon correcte pour débloquer le problème du français. Alors voilà, je pense que c'est un mot de la fin qui est tout à fait louable. Merci beaucoup, Christine, pour avoir passé ces quelques… voilà. Merci à vous. De rien. De toute façon, on va organiser d'autres discussions dans le cadre de Fanel, donc cette communauté où je vous invite à venir, qui s'appelle donc Fanel, formateur et auteur numérique en ligne. Voilà, donc vous pouvez y arriver, ça existe sur Google+, et sur Facebook. Et notre ambition à tous, c'est de pouvoir nous entraider à faire du marketing collaboratif et éducatif surtout, c'est-à-dire savoir ce que l'on propose et connaître les gens qui sont derrière ces produits digitaux. Alors voilà, merci beaucoup Christine, je vais arrêter l'enregistrement.
Voilà, au revoir, à bientôt. Merci à vous. Et Nathalie a raison, Exact. les formations en ligne ne doivent pas va être faire. qu'anglophones. Nous, on n'a rien contre l'anglais. D'ailleurs, on n'est pas décoincés, on parle anglais. Mais je veux dire, le français doit. Voilà, exactement. Alors voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup. Et à la prochaine émission. Merci à vous.